voyons bien qu'aujourd'hui, le modèle économique, en tout cas sur lequel nous avons construit notre croissance ces dernières décennies, arrive à une phase, un point de non-retour. Et que, effectivement, partout dans la planète, cette économie détruit un certain nombre de ressources, engendre un réchauffement climatique que nous vivons désormais dans notre chair. C'est plus uniquement un débat scientifique. Et par ailleurs, crée des inégalités sociales. Je pense qu'il faut parler autant des enjeux écologiques que des enjeux sociaux, parce que si nous ne menons pas ces deux combats de manière simultanée, alors nous ne serons pas à la hauteur des défis qui nous attendent au niveau de notre planète, mais aussi au niveau des territoires. Les freins sont multiples. Les freins sont culturels. Chacun d'entre nous sommes réinterpellés dans nos façons de consommer, nos façons de vivre. Et chacun d'entre nous avons des comportements qui sont ni socialement, ni écologiquement responsables ou vertueux. C'est des changements de comportement individuels, mais aussi collectifs. Et c'est ces deux enjeux qu'il nous faut mener à la fois. C'est les petits pas que nous faisons chacun dans notre quotidien qui feront des grands pas pour modifier les modèles économiques. Et puis, sur les modèles économiques, il y a des chantiers à mener. D'abord, convaincre de plus en plus d'entreprises que le business doit être compatible désormais, et plus que compatible, doit servir les enjeux écologiques et sociaux. Nous devons sortir de la régulation, de la compensation des méfaits de l'économie en matière écologique et sociale pour aller vraiment sur le doing good. Comment désormais nous menons de front commun la performance économique, la performance sociale, la performance écologique. Et pour faire cela, il faut, convaincre les entreprises. Certaines l'ont compris. Il va falloir du coup les accompagner vers ces changements qui seront radicaux, qui seront difficiles, en même titre que pour nous, citoyens. Donc comment on accompagne ces entreprises, et puis peut-être comment nous ouvrons quelques chantiers structurants, par exemple la comptabilité. Puisque la comptabilité, c'est ce qui détermine la valeur d'une entreprise et des services et des produits qu'elle nous livre. Et bien, comment cette comptabilité, qui est aujourd'hui purement financière, comment nous la modifions, nous modifions les normes comptables pour faire en sorte que désormais on compte, selon l'expression consacrée, ce qui compte vraiment, c'est-à-dire à la fois la finance, l'économie, parce que c'est essentiel évidemment pour une entreprise, mais aussi l'impact social, l'impact environnemental. Donc, un travail de conviction pour lever les freins culturels et de penser des modèles économiques, et puis deux, agir sur des leviers. La comptabilité en est un, la formation en est un autre. Le Business Roundtable, qui est cette assemblée des 180 plus grands CEO américains, a déclaré que Milton Friedman était mort et que désormais l'entreprise devait intégrer l'impact social et environnemental. C'est très bien de déclarer que Milton Friedman est mort. Ça serait bien aussi d'arrêter de l'enseigner. Et donc, il faut aussi travailler sur l'enseignement, c'est-à-dire comment on forme à la microéconomie, à la macroéconomie, dans une vision à impact de cette économie. Évidemment, les pouvoirs publics ont aussi à faire leur évolution écologique et sociale. C'est aussi compliqué de faire bouger aussi les politiques publiques, aussi compliqué encore une fois que pour les citoyens et pour les entreprises. Et donc, effectivement, il faut changer de logiciel, parler d'investissement écologique et d'investissement social et pas de charges budgétaires. On est bien dans des investissements à long terme, favoriser la prise de risque, et puis favoriser aussi les entreprises qui s'engagent sur cette voie. Évidemment, une entreprise qui intègre des dimensions écologiques et sociales extrêmement fortes se crée une contrainte qui est bonne pour son business, mais qui aujourd'hui ne rentre pas dans les grilles de lecture d'un certain nombre de lois, de réglementations ou de financement. Et c'est cela qu'il va falloir changer. Et là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Nous sommes en plein débat sur l'économie circulaire, loi sur l'économie circulaire. On voit bien qu'on change la donne. C'est-à-dire que nous sommes dans un modèle économique qui favorise la culture du neuf, de l'obsolescence programmée. Nous voulons basculer dans une autre norme qui est celle du réemploi, de la réutilisation, du réusage d'un certain nombre et du recyclage d'un certain nombre de nos produits et services. Et bien pour ça, c'est un changement culturel qui passe aussi par un changement de loi. Et c'est pour ça que cette loi elle est extrêmement importante pour accélérer cette nouvelle économie de la circularité. L'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises, 200 000 en France, qui ont comme objet social un objet à impact social, un impact environnemental fort. C'est leur raison d'être.
ce qui les différencie des entreprises plus business. Ça, c'est un premier point. Ce sont des statuts différents. Nous avons des mutuelles, des fondations, des associations, des entreprises sociales, des coopératives. Donc des statuts différents. C'est aussi une autre forme d'entrepreneuriat qui vise justement à avoir une gouvernance entrepreneuriale plus partagée, à limiter la lucrativité, à redistribuer l'ensemble des bénéfices quand ils sont créés dans l'objet social même de l'entreprise. Donc ce sont des entreprises qui ont mis cette vertu écologique et sociale au cœur de leur business. Et donc cette économie, elle n'est pas une économie pour moi alternative, puisque on voit bien au travers de vos questions qu'on est dans un changement de paradigme économique qui vient désormais intégrer la dimension sociale et écologique. Et finalement, l'ESS était pionnière sur ces sujets. Économie circulaire, les premières entreprises de l'économie circulaire étaient des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui devient la norme. Et cette économie, en fait, elle a cela d'intéressant dans son ADN, c'est que à la fois elle apporte des solutions très concrètes à des problématiques des citoyens, des territoires. Donc c'est une économie de la proximité et en même temps, elle est une économie de la transformation, parce que si cette économie devient la norme, alors nous transformons l'ensemble de notre modèle économique vers un meilleur impact social et environnemental. Le gouvernement a lancé il y a maintenant 1 an et demi une nouvelle bannière similaire à la French Tech, le French Impact, qui est une bannière qui vise à réunir l'ensemble des acteurs à la fois de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des investisseurs, mais aussi des collectivités, des structures d'accompagnement de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire pour faire ce passage à l'échelle. La baseline de French Impact, c'est identifier des innovations locales pour en faire des solutions nationales. Donc mieux accompagner le financement de l'émergence, de l'amorçage de ces entreprises, avec un effort conséquent, puisque nous souhaitons mobiliser 1 milliard d'euros sur ce quinquennat au bénéfice de la croissance de ces entreprises, amorçage jusqu'au changement d'échelle. Et puis, par ailleurs, c'est aussi adapter nos politiques publiques, faire en sorte que nos politiques publiques, nos réglementations, nos lois soient davantage adaptées à l'émergence de ces nouvelles solutions. Évidemment, puisqu'elles innovent, elles viennent percuter nos réglementations. Donc comment nous créons la bascule et comment nous créons une adaptation de nos textes réglementaires, nos lois, pour permettre à ces innovations de révéler leur plein potentiel. Partout en Afrique, que ce soit au Maroc, en Tunisie, que ce soit pour parler de l'Afrique anglophone au Kenya, partout les problématiques sont les mêmes en termes d'accélération, de croissance de ces entreprises. Se pose la question des outils de financement adaptés à ce modèle d'entreprise particulier, et puis aussi les outils de financement pour l'accélération et l'accompagnement à l'accélération. Et donc les rencontres que nous faisons entre la France et ces pays, entre ces deux écosystèmes, sont extrêmement importantes pour s'enrichir. Nous avons beaucoup à apprendre aussi en tant qu'État français et communauté française de l'Afrique. J'ai rencontré des entrepreneurs absolument fantastiques partout où je me suis rendu en Afrique, et qui ont des solutions sur lesquelles nous pouvons nous aussi nous appuyer en matière d'agriculture notamment. Et puis par ailleurs de créer aussi ces échanges France-Afrique pour essayer d'accélérer cette culture de l'économie impact, ces échanges entre à la fois les entrepreneurs, les investisseurs et les accompagnateurs. Moi, ce qui m'inspire, ce qui fait que je me suis investi fortement dans cette économie sociale, dans l'entrepreneuriat social, c'est d'abord les rencontres avec les entrepreneurs. Et là, c'est des gens complètement anonymes, mais qui changent ma vie tous les jours, parce qu'ils me redonnent autant de motivation pour repartir au combat, faire en sorte que cette économie ne soit pas considérée comme une économie alternative, mais qu'elle soit vraiment une économie d'avenir. Et donc ce sont les Julius, je le salue, au Kenya, que j'ai rencontré à Kibera dans ce grand bidonville, et qui fait une démarche absolument extraordinaire. C'est Diane qui est ici à Aix, et qui elle aussi développe des projets entrepreneuriaux extraordinaires. Voilà, ce sont ces anonymes qui en tout cas moi me nourrissent et rendent ma motivation encore plus forte à faire en sorte, encore une fois, que cette économie elle soit non plus une économie alternative, mais vraiment une économie transformatrice et une économie de demain.